la 4e saison de Critical Role a été annoncée, puis c'est Brennan Lee Mulligan qui va être le maître de jeu et non Matt Mercer. Tu m'as pris par surprise, j'ai pas vu ça. Mais... Attention, nous interrompons notre série d'épisodes avec Philippe Talion pour couvrir le débordement de nouvelles de Daggerheart. Ça va être malade. Attachez votre ceinture, c'est parti. Hey, salut Flamme. Je sais pas si t'as remarqué, mais moi j'ai manqué d'internet là. Il y avait trop de nouvelles de Daggerheart qui sont arrivées en même temps. Là. Ça a tout fait planter ici là. Ouais, non, c'est ça. Rimouski, il y a comme la limite de nouvelles de jeux de rôle qui peut passer en même temps. Donc, tout le monde perd contact sur les nouvelles, si jamais il y en a trop. Oui, il y a beaucoup de nouvelles. Beaucoup sont sur Daggerheart, certaines sur Draw Steel, qui est sorti, mais on parlera lors d'un prochain épisode. Quelques nouvelles de Donjon Dragon, mais ça aussi, on va se retenir, si je comprends bien. Parce que tu veux faire un petit épisode rapide sur Daggerheart. Ouais. Alors, une vingtaine de minutes. Ouais, quelques minutes, une vingtaine de minutes. Ouais. Avec tout ça, OK. Pour les personnes qui sont la première fois qu'ils nous entendent, nous sommes Flamme Beauregard et Ludo, mon charmant co-animateur. Et nous parlons d'actualité rôliste et l'objectif est que vous puissiez nous écouter en faisant de la vaisselle, en chauffant votre voiture ou en peu importe quelle autre activité vous avez. Alors, nous sommes là pour vous mettre à jour sur les nouvelles. Et aujourd'hui, ça serait sur, justement, tout ce qui est sorti sur Daggerheart. C'est le temps de la Gen Con qui vient juste de passer. Et avec ça, il y a eu plein de révélations. Mais la majorité de notre matériel, ça nous vient d'une vidéo qui est disponible en ligne de Tob Kenreck, qui travaillait avant pour Donjon Dragon, qui faisait justement des vidéos de qu'est-ce qui se passe, des vidéos sur YouTube de qu'est-ce qui se passe dans Donjon Dragon, mais maintenant qu'il ne travaille plus pour eux. Il est reparti de faire le travail qu'il faisait avant et est allé interroger la gang de Daggerheart, donc Critical Role, Directon Press. Ses anciens amis. Ses anciens amis, ben oui. Jérémy Kayfold et Chris Perkin. Ben c'est ça, c'est une des derniers épisodes, on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire, puis parce que la plupart du monde sont comme partis. Ben, la plupart du monde. Mettons, les deux, Jérémy et Chris, sont partis d'Asbro, mais lui s'est fait comme mettre à la porte. Non, c'est ça. Donc, Todd Kenreck, il s'est fait mettre à la porte. Les deux autres sont partis. Puis on pensait peut-être que soit ils iraient à leur retraite ou ils prendraient leur temps. Finalement, ils se sont retrouvés très rapidement dans l'équipe de Daggerheart, en tout cas de Darrington Press. On pensait, la dernière fois, je pense qu'on en parlait, on disait ils vont travailler sur d'autres jeux, sur tous les systèmes de jeux de rôle. Il y en a d'autres qui veulent le faire, mais si je comprends bien, ils vont travailler sur Daggerheart. Ouais. C'est en fait pas sur Daggerheart, mais dans Daggerheart. C'est comme il y en a un qui fait une campagne, puis l'autre fait le campaign frame, dans le fond, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais c'est parce qu'il y a certaines personnes qui disent que Daggerheart serait peut-être pas propice pour des longues campagnes. C'est ce que des personnes se demandent. Mais ils n'ont pas eu le temps, là, c'est sûr. Hein? Pas eu vraiment le temps. Mais tu sais, il y a 10 niveaux. Ouais. Ça monte vite. Mais c'est sûr que s'ils créent une campagne puis des campaign frames, ça va aider à savoir c'est quoi la bonne courbe de progression si on veut faire une partie sur du long terme. Ça ressemble à quoi les gains au niveau des objets magiques et quoi que ce soit. Fait que tu sais, je pense que de toute façon, comme j'avais dit dans un de mes derniers commentaires, je tripais pas de temps sur les campagnes qu'il avait faites, mais s'il travaille sur le comment faire une campagne, ça, j'ai pas de problème là, ça. C'est Chris Perkins qui va travailler sur le campaign frame de comment faire une campagne. Mais Jeremy Crawford, lui, va carrément écrire une campagne. Mais tu sais, je veux pas rien briser, là. Puis là, je remarque qu'on l'a même pas écrit dans nos sujets qu'on veut parler, là. Mais tu sais, oui, c'est super cool. Mais Kate Baker, ils sont allés chercher Kate Baker, le gars qui a fait Eberron. C'est comme... Ouais, ils ont été cherchés. Ouais. Fait que là, ils vont faire une campagne pour eux autres. Fait que tu sais, en tout cas, une aventure. Oui.
Ah, c'est vrai, on l'a pas, Mais l'a regarde, pas mis là. on vient d'en parler. Ben, toi, ben, c'est ça. Toi, c'est. Donc, ce que je vois, c'est que justement, ils prennent leurs meilleurs éléments, ils les amènent dans Daggerheart, puis ils vont vraiment avancer, vraiment créer beaucoup, parce que là, ils ont sorti un système, puis à peine sorti, il y a beaucoup de choses qui sortent avec ça. Et là, ils sont en train de donner travailler à fond la planche sur du matériel pour que ça se développe, pour que ça devienne vraiment un jeu que les personnes adoptent autour de leur table, plus pour que juste une game, si je comprends bien. Ils mettent vraiment à fond. Oui. Puis à date, ils ont été chercher les bonnes personnes pour travailler avec leur équipe. Fait que quand on aura plus de nouvelles sur qu'est-ce qu'ils font exactement, comme Eberron 2, Dagger Baron. Non, il faut arrêter, là. Faut arrêter. Parce que ce créateur-là est super intéressant dans sa façon de créer. Puis tout, là, j'ai écouté son podcast, fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire pour Daggerheart. J'imagine qu'il fera pas un Eberron, là. Tu peux pas refaire la même chose, là. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Ben, ils ont un campaign frame, justement, de Motherboard, je pense qu'ils appellent. Ouais. Il y a un univers un peu techno, que vraiment toute la magie, c'est de la technologie. C'est plus comme Horizon, ça, par contre, là. De PlayStation. Ouais. Ça fait vraiment penser à Horizon Zero Dawn. Ouais. De ce côté-là, bien, j'ai hâte de voir s'il va travailler peut-être là-dessus ou carrément faire autre chose. Oh, j'ai l'impression que ça va être autre chose. Ça. OK. Ouais. D'accord. Puis c'est ça. Puis bon, ça vaut la peine un peu d'en parler aussi, là, parce que tu viens de mentionner. Comment tu l'as dit? Motherboard. Motherboard? Dans le fond, il y a depuis que c'est sorti, là, il y avait pas. On peut pas faire d'actual play avec les frames qu'ils avaient mis dans le livre. Et ils ont enlevé ça, là, ils ont enlevé ça. Ils ont fait Caster, on peut le faire, mais avec certaines restrictions. Dans le fond, tu peux pas vendre des produits qui sont en lien avec le frame qui a été créé pour Daggerheart. Ceux-là qui savent pas c'est quoi un frame, là, c'est comme un setting. Ouais, c'est comme un setting, un pitch. Puis comment ils l'ont mis, c'est avec là-dedans, t'as un pitch de vente, t'as une ambiance, t'as une proposition de première aventure. C'est ça. T'as des fois comment adapter des choses du jeu original, quelles règles alternatives devraient être mises de l'avant. Ouais. C'est vraiment un setting. Bon. Puis ils en ont quoi, 6 ou 7 des settings? C'est une bonne. Je n'ai pas compté. Il y en a plusieurs. Un peu plus classique, il y en a un qui est plus de guerre à la Game of Thrones. Il y en a un que c'est, ils appellent ça Beast Feast, c'est Delicious in a Dungeon. Mm-hmm. T'as Age of Umbra qui est gothique, dark, très létal. T'as une espèce de western avec des Colossus qui envahissent. Une espèce de western extraterrestre. Mm-hmm. T'as Motherboard, que c'est la technologie se rebelle à cause d'un virus. Très, très Horizon Zero Dawn. Oui, donc il y a plusieurs campaign frames déjà puis toi, ce que tu dis, c'est qu'on pourrait pas, toi puis moi, mettons, partir un actual play. À cette heure, on peut. À cette heure, on peut. OK. Ouais. Tant qu'on fait pas des profits. En fait, mettons, tu peux pas te faire un t-shirt que t'écris Motherboard sur ton t-shirt, puis tu mets, mettons, le logo de ce qu'ils ont fait. Mais tu peux, mettons, si tu as 5 personnages dans ton aventure de Motherboard, mettons, là, tu peux mettre ton t-shirt, puis mettons, ton aventure s'appelle Fusil et robot, là. Tu mets Fusil et robot, tu mets tes 5 bonhommes, puis y a pas de problème. Faut juste pas que tu mettes des trucs qui sont en lien avec le frame. OK, puis ça, c'est... ça, il y a les permissions. Est-ce qu'on sait s'il y a des actual plays qui vont... Oui. En fait, là, c'est ça qui était drôle un peu, là. Il y a certaines chaînes qui ont décidé de faire... ils n'ont pas décidé, mais ils se sont fait demander de faire des actual plays pour Daggerheart. Puis il y en a sur à peu près chacun des frames qu'ils ont fait. Puis c'est ça. Les autres, ils les sortent parce qu'à un moment donné, ils disaient peut-être qu'ils attendent de pouvoir permettre les actual plays d'utiliser les frames qu'ils aient fait leur truc. Ça ressemble un peu à ça parce que là, ils ont déjà
dit qu'il allait en avoir un sur la nourriture du donjon. Il y en a une couple qui sont déjà en production, il y en a qui sont déjà produits. Puis on devrait les voir d'ici les prochains mois sortir sur d'autres chaînes. Parce que l'idée, c'est si tu veux te répandre, tu vas chercher sur différentes chaînes. OK, fait qu'ils ont été sollicités des personnes puis pour qu'ils fassent en quelque sorte la promotion de leurs produits en faisant jouer les campaign frames. Je dois avouer que c'est intéressant parce que moi, il n'y a rien de tel des fois quand je me dis comment jouer une campagne. Avant de faire Wild Beyond the Witchlight avec Donjons et Dragons, j'avais regardé deux chaînes, comment eux ils faisaient. Donc là, ça permettrait aux gens qui sont intéressés de jouer dans ces frames-là d'avoir des exemples. C'est ça. En parlant de frame, ça vaut la peine qu'on dise déjà rapidement qu'il y a déjà un nouveau setting qui est annoncé, que c'est un frame qui est basé sur Tusk Love, que ça va être un frame romantique, dans le fond. Oui, quel bon segue, comme on dit en bon anglais. Oui, Tusk Love, ça c'est une joke, Tusk Love, parce que c'est vraiment une inside, c'est dans la campagne 2. C'est de Critical Role, dont les Mighty Nine. À un certain moment donné, ils vont dans un magasin de livres puis ils trouvent de la littérature érotique et ils décident d'en faire tout un... Ils inventent un livre puis ils en font toute une chose. Finalement, la joke a continué. Je pense qu'ils ont écrit un vrai livre de Tusk Love. Puis là, ils veulent en faire un setting. Là, il y a des personnes qui vont jouer dans le setting. Donc, tu sais, c'est parti d'un actual play, puis là, ça revient à l'actual play. Il y avait un jeu que c'est Passion de la Passion, je pense, quelque chose de même, là, qui était sorti aussi, qui était à ce niveau-là, là, genre de Romancia. Puis, en quoi ça va être différent qu'admettons Thirsty Sword Lesbian, ou est-ce que c'est aventure et romance? Ouais, je sais pas. On va voir. On va voir. Je dois avouer que je trouve ça drôle, ça me fait sourire. C'est pas le genre de choses sur lequel je sauterais. Peut-être voir qu'est-ce qu'un autre chaîne. On va faire là-dessus. Puis pour parler aussi des frames, c'est ça, je pense que c'est intéressant de dire qu'ils ont sorti un Homebrew Kit, un Homebrew Toolkit dans le fond, que tu pourrais aider à créer des classes, créer des Ancestry, des héritages, puis aussi les frames, dans le fond. Fait que il y a comme toute une explication sur OK, c'est quoi les étapes, c'est quoi que tu dois mettre dans ton frame, dans tes Ancestry. Puis c'est. En d'autres mots, il crée un guide où est-ce qu'ils te prennent par la main comme créateur pour te dire ben voici quoi considérer, quoi faire. Si tu veux créer si tu veux homebrewer quelque chose, ton propre. Tes monstres, tes armes, tout, il y a tout. Puis, faut avouer que c'est ce qui manquait dans Donjons Dragons. Le monde se sont auto-créés des guides. Avant, dans les autres éditions, il y avait des guides. Là. Mais dans la dernière édition, il n'y avait pas de guide. C'est vrai que la 5e édition, ça manquait. Puis là, dans la 5e édition 2024 révisée, je pense qu'ils ont même enlevé les guides de comment créer des monstres. C'est ça. Fait tu sais, pour le monde qui aime ça jouer à ces jeux de rôle, mais qui aiment mettre leurs idées, incorporer leur monde ou quoi que ce soit, là, ils ont un frame pour créer leur frame. Je sais pas comment le dire. Ils encadrent la création d'une structure. Je l'ai expérimenté. Fait que, tu sais, c'est sorti il y a quoi? 3 ou 4 jours peut-être, là. Là, quand vous allez écouter, ça peut-être une semaine, je sais pas quoi, là. Puis j'ai fini de créer un frame. Fait que, tu sais, c'est bien l'idée à popper tout de suite. Et j'ai rempli les cases, genre, tac, puis Est-ce que tu comptes déjà partir une partie avec ça? Oui, ma prochaine campagne, ça va être là-dessus, là. C'est sûr. J'ai fait un peu pour ça, là. En fait, j'en parlerai dans un autre truc parce que je dis j'en ai fait une, mais j'étais rendu à 2 puis presque 3, là. Fait que ça va vite, ça va bien.
C'est ça. Je t'avouerais que souvent, quand tu crées un univers, mettons pour Donjons Dragons, quoi que ce soit, il y avait plein d'affaires. Puis là, tu t'éparpillais un peu, parce que c'est comme un encyclopédie que tu es en train de créer. T'sais. Tandis que là, c'est tellement des short things que tu fais comme, OK, j'ai rempli ça, OK, j'ai rempli ça, OK, j'ai rempli ça. Après ça, je développerai le reste. T'sais. Mais ton frame est créé. Puis là, tu fais comme, bon, mes dieux, ils ont juste une ligne, parce que t'es pas pour mettre 5 paragraphes pour un dieu là-dedans. Là, ça va être ben trop lourd. Faut que ton frame soit en, mettons, 2 à 6 pages, quelque chose comme ça. Là. Fait que là, toi, tu gardes ça pour plus tard. OK. Pour engraisser. Mais tu crées ton frame, puis après ça, c'est comme, OK, je suis prêt à pitcher de quoi, puis à partir. T'sais. Ouais, pour que les personnes lisent ça, puis qu'ils réagissent, ils veulent faire leur partie. Ensuite, comme maître de jeu, tu prends leur feedback, puis tu crées. C'est ça. OK. Ben oui, écoute, j'ai vu l'épisode de Ginny D, qui, elle, disait que quand elle a vu les campaign frames, elle a dit qu'elle épousait ce modèle-là. Puis elle avait fait son propre... donc, on peut aller revoir sur Internet sa propre interprétation, son propre toolkit de comment créer un frame, puis elle dit que ça devrait être de même pour tous les jeux. Fait que, finalement, je pense que c'est vrai, c'était quelque chose qui manquait. C'est une bonne première étape de création. Donc, j'ai toute une campagne dans The Guard où est-ce qu'ils sont rentrés au trou. J'ai tout créé le setting. Je me demande si ça serait intéressant de mettre en frame. De mettre en frame, Peut-être. Oui, pour le partager. Il n'y a rien de mieux. Oui, OK, partager, pourquoi pas. Ouais, mais c'est un petit peu ridicule, là, tu sais, c'est un peu farfelu. Quoi? On arrête de faire Toss Club, là. Tu dis que c'est ridicule, ton affaire. Arrête. Je pense que la barre est au milieu de la barre vraiment basse. C'est ça. Oui. Non, puis tu sais, c'est ça. Non, garde-toi. Sincèrement. Je pense que le monde va s'échanger un peu leur frame, justement. J'ai plus l'impression que ça va être ça au lieu de s'échanger, mettons, ton aventure, tu sais, que tu as créé. Tu changes, tu prêtes ton frame. Tu dis, gars, toi, essaye-le avec tes idées. Le truc avec une aventure, là, c'est que c'est dur de savoir ce que tu as avant de tout l'avoir lu, je trouve. Puis, tu sais, c'est de toute manière, là, souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on prend c'est qu'on le prend, puis ensuite, on les homebrew pour que ça fonctionne avec nos games. Là, les frames, ça se peut que ça se... Tu sais, ça sert à inspirer, ça sert à... Peut-être qu'il va en avoir pleuvoir, peut-être qu'on va être inondé de campaign frames. Ça se peut. Tu sais, moi, j'ai lu tous les frames de The Guard, puis tous les frames m'ont donné une idée. Fait que, tu sais, je me dis, ça fait la même chose. C'est genre, je pourrais faire une petite aventure là-dessus, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu ça. Puis là, on a parlé beaucoup de ça. Il faut déjà qu'on continue. Puis là, tu as lu le frame de Age of Umbra, donc. C'est le seul que j'ai skippé parce que j'ai vu qu'il y avait un truc là de. On appelle ça un actual play. Donc, c'est ça. Donc la gang ont décidé de faire un actual play dans le setting de Age of Umbra. Et ça l'a joué, donc c'est fini maintenant. Ils ont fini ça. Et ils attendaient de voir la popularité avant de voir est-ce qu'ils seraient à jouer dans leur frame, dans Daggard. Pour eux, c'était vraiment un test. C'était vraiment, est-ce qu'on peut continuer avec Daggard? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on va avoir du public? Ou est-ce qu'on est mieux de retourner à Donjons Dragons? Mais si on fait ça, on est en train de dire à la planète que le système qu'on vient de sortir, il n'est pas bon pour faire des campagnes. T'sais, donc, on pouvait sentir cette hésitation-là. Il y a beaucoup de personnes qui analysaient qu'est-ce qui va se passer avec ça. Eh bien, c'était quasiment aussi populaire qu'une campagne longue. Donc, ils ont eu quasiment autant d'écoute que leur dernière campagne avec Donjons Dragons, avec Age of Umbra, qui était calée comme une mini-campagne. Ils n'ont eu aucune mini-campagne qui ont autant pogné que celle-là. Et suite à cette bonne nouvelle-là, ils ont décidé de faire une saison 2 de Age of Umbra. Donc, les gens, vous pourrez aller la regarder. Moi, j'ai apprécié. C'est très différent parce qu'ils ont décidé de faire une campagne létale et on le ressent.
Je vous donnerai pas plus de divulgachage, mais je peux dire que la deuxième saison, ils veulent repartir avec une autre équipe complètement. Donc, ça se peut que ce soit même d'autres joueurs. On ne sait pas à quel point ça va être le crew, mais le même toute l'équipe centrale de Critical Role. Mais on sait qu'ils vont faire une deuxième saison, puis ils veulent aller explorer ailleurs dans ce monde-là parce qu'ils ont à peine effleuré tout ce qu'il y a à faire. Yeah. Je fais un wrap-up de deux petites choses, puis je te lance une bombe, OK? OK, d'accord. C'est quoi? Oui, vas-y. Là, ils ont fait des collaborations avec d'autres VTT, fait qu'il va y avoir plein de VTT, Alchemy, Fantasy Ground, Demi-Plane, on le savait déjà, Foundry, s'il y a du monde qui travaille dessus. Aeroforge, ils ont fait aussi quelque chose qui est dans le fond, tu vas pouvoir choisir... des mini avec des ancestries de Dagger. Exact. Il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on reparle aussi... qui est les class packs, il y a un genre de Kickstarter qu'ils vont faire pour sortir des cartes. Mais avant que tu t'en parles, parce que c'est toujours en parler, parce que vu que c'est un Kickstarter, peut-être, la 4e saison de Critical Role a été annoncée, puis c'est Brennan Lee Mulligan qui va être le maître de jeu et non Matt Mercer. Brennan Lee Mulligan va être le maître de jeu de la... Moi, je disais... Je lance une bombe, là. Ça prenait, tu m'as pris par surprise, j'ai pas vu ça. Ouais, je sais. T'es tout branché, écoute, ça doit être émusqué, là. Tout a sauté. Moi, je sais, pour la 4e campagne, il va falloir qu'il invente quelque chose, qu'il fasse. Parce que c'est pas si bien pensé avec la 3e. Et là, ils prennent. OK, ils font un changement. Puis. Là, je suis pas certain, mais j'ai pas toutes mes sources. Il va falloir que je recheck pour certaines sources, là. Mais ça sera encore du Donjon Dragon. Ouais. OK. Alors que probablement Matt Mercer, lui, va aller avec des campagnes de Dagger. C'est ce que j'ai fait. Écoute, l'impression que peut-être aussi qu'il est tanné de faire du Donjon Dragon. T'sais. Puis là, ils se sont dit, hey, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, puis tout. Puis Brandon, lui, il dérange pas. C'est Brennan, c'est pas Brandon. Ouais, ça. Brennan, excuse. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Je sais qu'il joue dans Dimension 20, je sais que tu l'aimes bien. Moi, j'aime beaucoup. Tu sais, je regarde juste des petits bouts de leur show font devant des personnes dans des arénas, là. La nouvelle affaire qu'ils font, je trouvais ça cool. Fait que, c'est ça. Fait que, saison 4, c'est pas Matt Mercer. Et là, après la bombe. Hein? Je disais, il est aussi dans World Beyond Numbers, qui est des actual plays audio qui sont très bons aussi. Ouais, non, ça va faire changement, puis ça va être bon, je pense. Mais là, je veux qu'on retourne au Kickstarter des class packs. Tu sais, moi, au début, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, pourquoi un Kickstarter? Tu sais, ça fait 2 fois qu'ils sont sold out. Ils ont été sold out de tout le stock qu'ils ont amené au Gen Con. Fait que c'est comme 3 fois sold out. Tout vendu. Fait que tu sais, elle m'a amené, pourquoi tu fais un Kickstarter là, tu vends tout? Fait qu'au début, je suis allé sur mon Discord, j'ai ragé. Non, peut-être pas ragé, mais j'ai commencé à en parler, puis le monde a commencé à parler. Ouais, tu sais pourquoi? Bon. Après ça, ben. C'est vrai, on a parlé un peu avec Philippe, justement, là, que c'est peut-être pas cool quand les grosses compagnies vont sur les Kickstarter. Ouais. Puis là, après ça, j'ai écouté la vidéo de notre ami Todd. Et là, il disait que c'était pour. Parce qu'ils n'ont aucune idée de comment de monde qu'ils vont le vouloir. Fait qu'ils le font pour avoir une idée de savoir comment de monde sont intéressés à. Ok. Ça me vaut comme raison. La dernière fois qu'ils ont fait un Kickstarter pour avoir une idée, on va faire un petit truc, là. Ils sont ramassés, ils se sont dit on va faire quelques épisodes de Vox Machina, genre peut-être 2-3 épisodes, on va faire un Kickstarter, on va voir ce que ça va donner. Puis finalement, en moins d'une journée, ils ont eu assez d'argent pour faire une saison complète et d'engager une firme pour faire de l'animation pour eux. Donc, c'est parce que c'est une super bonne idée, les Kickstarter.
Sérieusement, là. Parce que moi, la peur que j'ai des cartes, puis mon truc, les cartes vont très bien, ils restent très bien dedans si tu bouges pas le truc. Si tu le gardes à l'horizontale, ça. La minute que tu mets ça dans un sac à la verticale, toutes les cartes se mélangent, ils sortent, puis des fois, je trouve des cartes dans mon sac. J'ai peur, j'ai vraiment peur d'en perdre une un moment donné, où tu sais, quelqu'un la brise, garde. l'envers du vin, de la bière. La bière, parce qu'on prend du vin et de la bière quand on joue. Oui. Et de la sauce pizza. Et juste, tu sais, range ton personnage, garde la carte, puis là, tu l'as pas pour ta prochaine game avec d'autres joueurs, mettons. Ouais. Avoir des packs comme ça, là. Ouais. Des booster packs, des class packs qui disaient, finalement, quand tu veux jouer, tu peux le but, ça serait que tu puisses t'acheter ton class pack quand tu sais que tu vas jouer, admettons, Wire. Pour être online. Tu as toutes les cartes que tu pourrais avoir besoin. Ouais. Ben, c'est une bonne idée. C'est une idée qui avait été faite avec la Donjon 4e édition. Ben, ça a été fait avec les autres aussi, mais beaucoup Donjon 4e édition. Puis ça fait que les joueurs achètent des choses, parce que souvent c'est le maître de jeu qui achète tout, puis là ça fait que le joueur achète aussi, puis il y a plus de joueurs que de maître de jeu, fait que généralement ça donne ça aide aussi au niveau de l'argent que tu reçois pour ta compagnie, pour ton entreprise. Et tu sais, on se posait des questions, comment ils vont faire quand ils vont sortir de nouvelles classes? Comment qu'on va faire? Ben là, on a la réponse, ils vont sortir des classes packs. Ben, ils ont déjà 4 classes qui sont en train de tester? Puis dans les classes packs, tu vas avoir une possibilité de downloader le PDF de ta classe. Fait que tu sais, dans le fond, ils n'auront peut-être même pas besoin de faire un livre s'ils veulent. Là. Ils vont pouvoir sortir un class pack puis dire, regarde, tu pars avec ta classe, tu as un PDF qui explique. Parce qu'on s'entend que les classes dans Dagger, pas très gros. Tu vois, c'est une page. Des fois, c'est 2 pages. Tu fais pas un livre avec ça. Là. Fait que pas un PDF que tu imprimes, tu sais, ou même ils pourraient le plier puis le mettre dans le class pack, tu sais. Non, mais le plus gros, c'est le druide puis les magiciens, genre. Pis sinon, le druide, il est gros. Mais les magiciens, ils n'ont pas tant plus que ça que les guerriers, parce que les guerriers, ils ont toutes des techniques. Tu sais, c'est quasiment autant. C'est vraiment le druide qui en a plus et le ranger avec un compagnon. Ouais, c'est ça. Qui en a un peu plus que il va y avoir le brawler, le monk, il y a toutes ses stances aussi, il y a une feuille de plus. Mais tu sais, on parle d'une feuille de plus. Là. C'est ça. Fait que tu sais, ça se peut que ça serait, on ne sait pas, là, mais on se posait la question, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les cartes? Ils vont-tu vendre des livres avec les cartes tout? On a une idée. Ils vont pouvoir vendre le livre, mettons, mettre une 2 classes, puis dire acheter le class pack à côté, puis ou juste acheter juste le class pack, puis vous êtes parti, tu sais. Ce qui est une bonne idée marketing. Oui, mais tu vois, c'est une tellement bonne idée marketing que je comprends. Je suis pas d'accord qu'ils fassent un Kickstarter. Là-dessus? Non. Je file pas celle-là. Tu sais, ils ont tellement sold out plusieurs fois que ils ont peur de quoi, là? Mais en fait, il y a toute une question aussi de comment bien gérer ton argent, parce que veux pas, si tu demandes à une compagnie d'impression de te faire 10 000 cartes ou 100 000 cartes ou 1 million de cartes, ça sera pas le même coût à l'unité. C'est vrai. Si tu leur demandes 10 fois de faire 100 000 cartes, peut-être la carte va te coûter 10 cents. Puis si tu leur demandes 1 million de cartes, une shot, ça va peut-être te coûter 3 cents. Fait que tu économises 7 cents de la carte. Fait que tu fais une économie de fou sur du Puis on est dans un univers où est-ce que avec les tarifs, le côté imprévisible de tout, peut-être qu'ils veulent avoir un petit peu plus de prévision, justement, puis d'être capable de savoir dans quoi s'engager. Ça fait quand même un peu bizarre. Oui, ça fait bizarre, mais la raison est meilleure que ça aurait pu être. Mettons, tu sais. Finalement, ils décident d'utiliser Kickstarter pour faire une étude de marché. Voilà. Ça reste que ça vient des inconvénients, justement, si je dis des tarifs, etc. Nous autres, les Canadiens, là, si, mettons, on veut l'avoir, là, est-ce qu'on va devoir attendre que tout le monde ait reçu leur Kickstarter avant que ça soit vendu en boutique? Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir en boutique en même temps que le monde va recevoir sur le Kickstarter?
est-ce qu'on va avoir des tarifs? Est-ce qu'ils vont l'envoyer à Critical Role Canada ou ça va passer par les États-Unis? Ça dépend comment ils fonctionnent, parce que s'ils décident de le faire ailleurs, souvent, un pays comme en Chine, je sais par exemple que des fois, ils utilisent le Canada pour certaines impressions, plus de livres. Donc, s'ils ont besoin admettons qu'on va dire que c'est de la Chine pour faire l'impression massive, que de la Chine rentre aux États-Unis, puis qu'ensuite ça vient au Canada, on va payer une tonne de taxes. Ben, c'est ça. Puis, c'est peut-être pas avantageux. Pas obligé de faire ça comme ça. Ils peuvent faire que de la Chine s'achète directement au Canada. Oui, mais ça dépend, j'imagine, comment il y a de Canadiens qui vont l'acheter, tu sais. C'est clair. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais c'est ce bout-là, tu sais. Puis on s'entend que normalement, on paiera pas de tarifs, puis par la poste, là, de livraison, si tu vas l'acheter dans un magasin, tu sais. Fait que là, tu risques de payer les deux. Tu sais, il y a des chances, on sait pas, mais il y a des chances. Mais dans les magasins, pour réussir à avoir un espace, faut qu'ils percent, tu sais. Donc là, ils ont fait la démonstration plusieurs fois avec le fait que le livre est sold out. J'imagine avec si leur Kickstarter fonctionne bien, ils vont faire une démonstration, mais pour réussir d'avoir des paquets dans toutes les Game Stores ou suffisamment de Game Stores pour que ça soit accessible, faut... c'est compliqué, c'est difficile. Puis pour les Game Stores, c'est difficile d'avoir des choses que Donjon Dragon. Ouais. Peut-être du Pathfinder, peut-être d'autres gros noms comme le Vampire de Masquerade ou Call of Duty. Mais c'est ça, là. Ouais. Il va falloir qu'ils réussissent à convaincre. Pour ça, je pense qu'on va se faire livrer des choses de Daggerheart encore pour un bout. Oui, mais tu sais, écoute, je suis pas mal partenaire avec mon Game Store local ici, le Fou du Roi, là. Puis il y a toujours moyen, par contre, de leur demander, puis des fois, ils peuvent commander. Fait que si vous voulez vraiment encourager le local, là, au lieu d'Amazon, là, vous pouvez, pas tout, ok, on se le cachera pas, là, Daggerheart, il n'y avait pas accès. Mais il y a des choses que vous pouvez leur demander. Parce que tu as parlé de Vampire, de Mascarade, tu sais, il l'a pas sur son plancher, mais c'est toutes des choses qu'il peut commander. Fait que je vous invite à aller les voir, leur parler, acheter québécois, acheter canadien, même si c'est des produits qui viennent d'ailleurs, ça encourage notre hobby, ça encourage notre monde local. Ouais. Moi, ce que je me pose, c'est que là, ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu les actes de flamme. Est-ce qu'on va continuer les actes de flamme? Est-ce qu'on va en profiter pour peut-être mélanger des trucs, des toolkits ou des affaires de même, tu sais, de comment bâtir un frame, comment créer des monstres, comment, tu sais, ça se pourrait être un enseignement? Ça peut être un enseignement. Ça peut être de donner des trucs dans Daggerheart que Dragon. Je peux... si tu veux, je peux te larguer une bombe aussi, si tu veux. Quelque chose, moi, mes joueurs ont failli me tuer quand je leur ai dit. C'est comme, bon, va falloir que je t'amène à Rimouski. Écoute, c'est justement une leçon que Daggerheart m'a donnée à propos de Donjon Dragon. Tu sais, dans Daggerheart, il y a une seule classe qui a des attaques d'opportunité ou qui a des choses d'opportunité. Il peut attaquer, il peut retenir la personne, l'empêcher de partir, ou il peut partir avec. Donc, si un adversaire se déplace, tu peux te déplacer avec lui. Ce qui est intéressant quand même, stratégiquement. Tant que tu réussis un roulement, je crois que c'est d'agilité dans ce cas-là. Toutes les autres classes, il n'y a pas de réaction, d'attaque d'opportunité. Et je crois que dans Donjon Dragon, on devrait enlever les attaques d'opportunité. Tu peux comprendre pourquoi mon ami, qui est une de mes joueuses, qui a Sentinelle, qui a dit tout mon trip, tout mon deal, c'est à propos de frapper du monde d'avoir des attaques d'opportunité. Écoute, il y a une théorie pour ça, c'est sûr que ça prend de l'ajustement. Mais le truc, c'est que si tu fais des attaques d'opportunité, ça devient trop lourd, autant pour les joueurs que pour les monstres.
de se désengager du combat, donc de se déplacer. Et ça fait que c'est un des effets qui encourage le fait que dans Donjon Dragon, tout est statique. Tu rencontres un ennemi, l'ennemi te rencontre et soudainement plus personne bouge, ça fait juste se taper dessus parce qu'il y a un prix trop sévère au fait de bouger. Puis là, tu prends Sentinelle, le don qui permet de paralyser quelqu'un qui ose s'enfuir puis il peut même pas désengager. Là. T'attaques quand même. Puis là, finalement, tu mets un clou dans le cercueil du déplacement. Ça, c'est quelque chose qui tue le dynamique. Puis je ferais que Sentinelle permette de faire des attaques d'opportunité, mais pas de paralyser quelqu'un comme ça. Donc, ça fait quand même qu'il y aurait quelque chose de différent. J'enlèverais sinon toutes les attaques d'opportunité dans Donjon Dragon. Mais le problème de Donjon Dragon comparativement à Daggerheart, c'est que Daggerheart, si tu veux ouvrir un allié, ben t'as 2 classes qui peuvent prendre des talents ou est-ce qu'ils vont protéger leur ami en action en réaction. Les réactions sont gratuites dans Daggerheart. Tant que tu payes souvent tes habiletés ont un coût. Puis tu peux les faire. Donc que le gardien qui protège tout le monde puis qui encaisse tous les coups pour tout le monde, on le sent. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a le feed Sentinelle pour backer tout le monde. Fait que j'imagine que dans Donjon Dragon, ça se fait un petit peu moins bien. Il faudrait probablement penser à une stratégie, un feature, un pouvoir, un don qui permet de couvrir ses alliés, de prendre du dégât à leur place ou de les empêcher de passer ou des trucs comme ça. Mais, à mon avis, c'est ça. Il faut enlever les attaques d'opportunité puis Sentinelle tel qu'il est fait maintenant. Écoute, il y a plusieurs jeux qui font pas cette mécanique-là non plus. Là. Puis, tu sais, ou très réduit. Pathfinder 2, d'ailleurs, c'est très réduit les attaques d'opportunité. Là. Ça te prend une classe qui en a. Puis, pas toutes les classes qui en ont. Puis, t'es pas obligé de le choisir. Fait que, tu sais, je comprends ce que tu veux dire parce qu'effectivement, dans d'autres jeux, c'est une mécanique qui existe plus ou moins. Là. Ouais. Tout ça pour avoir un petit peu plus de dynamique et de fun dans les parties. Donc, c'était le hack de la semaine de Flamme. C'était super, ça. Ben, on a réussi à faire un épisode sur toutes les nouvelles. On va peut-être essayer on va peut-être pouvoir la sortir vite, celle-là, on va voir. Puis, on va voir. Une fois de plus, on vous aime. Merci de nous écouter. Soyez là les prochaines fois. Puis on s'était fait demander de pas juste parler de Donjon Dragon. Ben, on n'a pas juste parlé de Donjon Dragon. C'est clair, il y a tellement de jeux à parler. Cette année, c'est incroyable. Bon, déjà, il y avait Dagger qui est sorti, Drawsteel qui sort, le jeu le plus attendu de l'année, Legend in the Mist. Il y a eu le plus gros Kickstarter. On n'a même pas parlé de Cosmere encore sur la chaîne. On a beaucoup de choses à parler et on a hâte de vous y parler. À la prochaine. Ciao. Bye.